professeur Yves Vibert, je suis PUPH à l'Université Paris-Saclay, je travaille au centre hépatobiliaire à l'hôpital Paul Brousse à la PHP et je fais partie aussi des personnalités qualifiées Santé 2030 et je suis donc le créateur de la chaire BOPA pour la PHP. L'innovation, c'est finalement la rencontre d'un usage avec une invention. C'est pas tout à fait pareil que la recherche, puisque la recherche finalement, qu'est-ce que c'est? C'est souvent l'invention. Et là, l'idée, c'est de trouver l'usage de l'invention. Et le sujet, c'est est-ce qu'une innovation est toujours synonyme de progrès? On espère. Et si le mot est différent, c'est peut-être parce qu'on n'est pas toujours sûr que ça soit synonyme de progrès. C'est pour ça qu'il faut évaluer l'innovation et pas considérer que c'est systématiquement un progrès. Et bien justement, le management de l'innovation, c'est quelque chose qui va permettre d'évaluer si les usages sont adaptés à l'invention. Donc le management de l'innovation, c'est de réfléchir à l'intégration au sein d'un environnement professionnel, par exemple, d'une invention. Typiquement, on travaille autour de la chaire innovation BOPA dans le domaine du numérique au bloc opératoire et on évalue si des usages du numérique au bloc opératoire sont adaptés à la sociologie du bloc opératoire. Donc, manager l'innovation, c'est travailler non seulement sur le caractère technologique, mais aussi sur le caractère humain, typiquement de l'anthropologie, de la sociologie, autour de ce qu'il y a dans l'innovation. Et sinon, le management de l'innovation, ça demande d'avoir un spécialiste du sujet. Donc, ce n'est pas uniquement des docteurs, des professionnels, c'est aussi des gens qui savent structurer les projets, qui savent structurer les connexions avec des entreprises, qui savent structurer le réglementaire. Donc, c'est un vrai métier en soi, le management de l'innovation, qui doit se faire avec des gens qui comprennent ce que c'est. J'ai mis en place cette organisation parce qu'on a l'hôpital public, enfin l'assistance publique du Hôpital de Paris, qui est une structure énorme dans laquelle il y a plus de 200 000 opérations par an, il y a des milliers de chirurgiens, des milliers d'anesthésistes, et finalement, il n'y avait pas un lieu dédié à l'innovation autour du bloc opératoire. Bloc opératoire au sens large, ça veut dire pas uniquement les chirurgiens, les anesthésistes et le paramédical. Il fallait inventer quelque chose qui permette de réfléchir au futur du bloc opératoire. Et donc en fait, la chaire BOPA a été inventée à la suite du week-end de l'innovation chirurgicale, qui était une sorte de think tank dans lequel on a réfléchi avec plusieurs professionnels à ce que serait potentiellement l'avenir du bloc opératoire. Et il a fallu passer de la réflexion à l'action et on a créé cette chaire innovation BOPA pour essayer justement de répondre à des questions et essayer de trouver des solutions avec les professionnels du bloc. Et pourquoi ça fonctionne, je crois, c'est parce qu'on a réussi justement à faire quelque chose qui n'est pas uniquement de la technologie, c'est de la technologie et de l'humain avec cette approche très anthropo-sociologique du bloc opératoire pour voir comment s'intègrent des innovations numériques au bloc opératoire. Typiquement, est-ce qu'il est envisageable de pouvoir enregistrer tout ce qui se passe au bloc opératoire? Est-ce que les gens seront d'accord ou pas? Et comment on va utiliser ces informations? Donc voilà, pourquoi ça a fonctionné aussi? C'est parce que je pense que depuis des années, on confond à la PHP, dans les hôpitaux au sens large et au CHU en particulier, la recherche et l'innovation, c'est pas tout à fait pareil comme on l'a vu. Et les médecins, les cliniciens, finalement, ont plus de facilité à innover qu'à faire vraiment de la recherche aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la recherche est de plus en plus compliquée. La recherche biomédicale en particulier est de plus en plus compliquée, de plus en plus longue, nécessite des collaborations très importantes avec des chercheurs au sens traditionnel du terme, typiquement des gens qui travaillent dans les laboratoires INSERM,
Et finalement, c'est beaucoup plus long pour certains jeunes cliniciens qui assez facilement se lancent en revanche dans l'innovation parce que c'est quelque chose qui est plus court terme et qui intéresse le terrain plus rapidement. Donc j'ai fait aussi ça pour donner la possibilité à des gens qui ne sont pas obligatoirement des hospitalo universitaires de pouvoir faire des choses pour faire avancer la science aussi, et puis les usages, comme on le disait, avec la possibilité de s'adresser à des praticiens hospitaliers, à des paramédicaux qui plus facilement vont faire de l'innovation finalement que de la recherche, même si les praticiens hospitaliers font aussi de la recherche. Mais en tout cas, il y a un vrai sujet de capacité à faire qui finalement devient plus simple aujourd'hui dans le domaine de l'innovation qu'elle ne l'est dans le domaine de la recherche qui devient de plus en plus complexe. Alors l'élément déclencheur de la chaire Innovation BOPA, ça a été vraiment ce week-end de l'innovation chirurgicale dans lequel on a réfléchi au futur de la chirurgie. Au départ, c'est vraiment un groupe de gens, un groupe d'amis qui se disent on va se mettre un petit peu à l'écart de la folie quotidienne en prenant 2 jours et demi et on va réfléchir autour de tables rondes, autour d'ateliers de design thinking au futur du bloc opératoire. Et c'est à la suite de ces réflexions qu'on a créé la chaire BOPA qui est finalement un do tank pour répondre à un think tank. Voilà comment ça a été inventé. Alors, au début, toujours avec un point d'interrogation et des gros yeux parce que je ne suis pas tout à fait dans la norme et donc il n'y avait pas de malveillance, il y avait plutôt de la bienveillance, mais on va voir ce que ça va donner que ce machin. Et puis l'idée a quand même été d'être accompagné par très rapidement un spécialiste de l'innovation qui est Enguerrand Abran, qui travaillait au Fonds Innovation FHF, qui m'a aidé, structuré avec moi la chaire BOPA, qui maintenant parfaitement connue au sein de l'assistance publique, au sein du groupe hospitalier Paris-Saclay, et donc aujourd'hui ça fonctionne plutôt très très bien. Je me suis inspiré d'autres modèles en France, pas vraiment. On peut imaginer que j'ai pensé à des choses comme ce qui se passe à Strasbourg, qui est une belle entité autour de l'innovation, mais je crois que la particularité de ce qui s'est passé à l'IHU Strasbourg, c'est de travailler très précisément sur la technologie. Et nous, notre objectif, ça n'a pas été de faire que de la technologie, ça a été de faire de la technologie et de l'humain. L'idée est de faire plus de l'intelligence augmentée que de l'intelligence artificielle. L'idée n'est pas d'expliquer aux gens qu'ils vont se faire remplacer par des machines, mais de se faire augmenter par des machines. Donc il y avait vraiment cet objectif qui était aussi d'aller vers l'apport des sciences humaines et sociales à la technologie. Donc c'est ça qui a été vraiment la grande différence et je pense que c'est pour ça que ça marche plutôt pas mal. Non, il n'y a pas nécessairement un continuum entre la recherche et l'innovation parce que l'innovation peut se faire en conséquence de l'analyse d'une erreur ou d'une presque erreur. Alors c'est vrai aussi dans le domaine de la recherche, mais la recherche, il y a un objectif qui est de comprendre et de comprendre ce qu'il y a derrière le premier niveau de compréhension, etc. etc. Donc c'est souvent un peu la différence entre la recherche et l'innovation, c'est aussi ce caractère utilitariste à court terme. Donc évidemment, il y a souvent un lien entre la recherche et l'innovation, et comme on le disait au début, l'innovation c'est un usage pour une invention, et l'invention est dans un certain nombre de cas la conséquence de la recherche, mais pas toujours, parce que l'invention peut être la conséquence d'une erreur ou d'une presque erreur qui peut être faite par n'importe qui, pas obligatoirement un chercheur,
Et la particularité justement de cette invention, ça va être la capacité qu'a le professionnel à tirer profit du hasard, à tirer profit de cette erreur pour en faire quelque chose de nouveau. C'est pour ça que j'ai aussi une vraie réflexion autour de notre transformation du rapport à l'erreur qui permet de découvrir des choses. Donc voilà, pas nécessairement un continuum, mais un peu quand même. Bien, l'objectif de BOPA, c'est d'être vraiment une structure tout à fait transformante autour de l'innovation en bloc opératoire qui évidemment doit dépasser l'hôpital Paul Brousse. On est vraiment sur quelque chose qui est une structure qui est institutionnelle, qui est même, je l'espère, régionale et j'espère nationale, voire plus. L'idée, c'est vraiment de pouvoir réfléchir à une méthode autour de la captation des données au bloc opératoire. Pour pouvoir faire de la planification, du suivi post-opératoire, de l'analyse post-opératoire. Donc l'objectif de BOPA, c'est d'être extrêmement transformant pour la chirurgie au sens large et qui, j'espère, dépassera l'assistance publique. Alors aujourd'hui, la chaire innovation BOPA, c'est quelque chose qui a été créé dans une collaboration entre l'AP-HP, l'Institut Mines-Télécom et l'Université Paris-Saclay. Se sont associés à ces trois entités l'INRIA et la chaire Humanité et Santé de Cynthia Fleury. Et aujourd'hui, la chaire BOPA rayonne dans l'ensemble de l'assistance publique avec évidemment des endroits où on est plus présent. Je pense à l'hôpital Cochin, je pense à l'hôpital Lariboisière, je pense à la future école de chirurgie de l'hôpital Brouxais. Mais clairement, il y a un rayonnement, une diffusion qui se fait. Il y a aussi une diffusion qui se fait autour de là où je travaille, du centre hépatobiliaire, en particulier avec l'hôpital Marie-Lannelongue, avec l'hôpital de Gustave Roussy, au sein de l'Université Paris-Saclay. Donc, il y a clairement des gens qui s'inspirent de ce qu'on fait, avec un objectif aussi qui est de répliquer un modèle qui marche. Alors la gouvernance de BOPA, c'est quelque chose qui implique les mécènes, puisqu'on a aujourd'hui une chaire BOPA qui vit grâce à la Fondation AP-HP et à la Fondation Mines-Télécom, et aussi un petit peu grâce à l'Université Paris-Saclay, même si la structure avec la Fondation Université Paris-Saclay est moins claire aujourd'hui. Et évidemment, ces mécènes sont au comité de pilotage et ont donc aussi une voix pour décider avec nous des orientations de la chaire. Ça se passe absolument bien, il n'y a pas de sujet, mais en tout cas, il y a aussi une gouvernance qui est là. Et puis, il y a évidemment un représentant de chaque entité académique, l'IMT, l'Université Paris-Saclay, l'AP-HP, et l'INRIA et la chaire Humanité et Santé avec moins de rôle dans la décision. Mais il y a un comité de pilotage avec des gens qui se réunissent à peu près tous les 6 mois. On essaye d'en faire 2 par an pour justement donner les grandes lignes de la chaire BOPA qui s'organise autour de différents blocs. Le rôle de BOPA vis-à-vis de l'écosystème économique, c'est de pouvoir apporter aux entreprises, que ce soit des startups, des petites ou des grosses entreprises, la possibilité de pouvoir évaluer justement si leurs inventions retrouvent des usages. Donc clairement, on a pour vocation d'être un lieu d'évaluation. Et je pense qu'il y a aussi un sujet à mettre en place avec potentiellement des fonds d'investissement qui sont donc des acteurs de l'écosystème économique qui vont potentiellement investir dans des entreprises, petites ou grandes, que l'on aura évaluées positivement évidemment, à la lumière aussi des données de l'assistance publique, médicale, paramédicale,
Et on va s'appuyer aussi sur le rayonnement de l'assistance publique pour justement pousser des entreprises qui sont nées au sein de l'assistance publique ou qui sont rentrées par la porte BOPA au sein de l'assistance publique. Et l'idée, c'est de dire que l'innovation est aussi une méthode pour garder les gens à l'hôpital public. Il faut que l'AP-HP, mais aussi les gens qui y travaillent, tirent un profit intellectuel et financier des lieux d'innovation comme BOPA. Un impact important, je crois, parce qu'on a été accompagné par la direction locale au départ, clairement Christophe Cassel pour ne pas le nommer, qui nous a aidés à avoir un lieu physique qui est au sein de Paul Brousse. Ensuite, Martin Hirsch nous a accompagnés, nous a aidés pour que ça puisse se développer. Et puis aujourd'hui, Nicolas Revel est venu visiter la chaire Innovation BOPA très rapidement après son arrivée à l'assistance publique. Donc on voit qu'il y a vraiment une compréhension de la part de la direction de l'AP de l'intérêt que peut avoir des lieux d'innovation. Et évidemment, l'objectif, c'est que BOPA puisse ensuite faire des petits, si j'ose dire, dans l'AP. Et on a récemment déposé un tiers-lieu d'expérimentation numérique dont on n'a pas encore aujourd'hui la réponse, mais c'est tout à fait l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir trouver des moyens qui viennent justement de l'État pour avoir du personnel, pour pouvoir structurer l'innovation dans le bloc opératoire, pas uniquement à Paul Brousse, mais dans l'ensemble de l'AP et avec des collaborations fortes avec la future école de chirurgie. Donc clairement, une aide et une compréhension de la part de l'institution au plan administratif de l'intérêt que peuvent avoir des choses comme BOPA. Alors ma réflexion initiale a évolué sur le fait qu'il faut beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour arriver à faire quelque chose comme ce qu'on a réussi à faire et que ça ne peut pas se faire seul. Et en fait, j'ai commencé seul et d'emblée, il fallait avoir une ou deux personnes quasiment temps plein pour pouvoir avancer plus vite. On a été submergé de travail dès le début et on a travaillé de manière délirante. Donc, il faut avoir du personnel d'emblée. Ça, je pense qu'on ne s'est pas assez staffé dès le départ. Et puis, on a mis en place au cours du temps des méthodes avec des tableaux de bord, avec des méthodes d'innovation au plan réglementaire, avec des contrats avec les différentes entités qui là aussi se sont mis en place au cours du temps. En fait, ces contrats, on aurait dû aller plus rapidement dans la structuration. Voilà. Alors, les facteurs clés de succès, c'est que on soit capable, au sein d'une institution, d'embarquer l'ensemble de l'institution. Il faut vraiment déjà ne pas faire un truc uniquement hospitalo-centré. Il faut aller voir l'université, il faut aller voir les écoles d'ingénieurs, il faut aller voir les lieux de recherche comme l'INRIA par exemple, pour d'emblée proposer quelque chose de très large. Ensuite, il faut faire rentrer très rapidement des gens qui font justement des sciences humaines et sociales pour pouvoir comprendre comment tout ça fonctionne avec un peu de recul et puis pour justement nous corriger, nous docteurs, si on ne va pas dans la bonne direction. Je pense que cette capacité aussi à discuter avec des sociologues, des anthropologues, nous donne cette capacité à nous regarder fonctionner et peut nous améliorer même dans le domaine de l'innovation. Et le dernier point, c'est qu'il faut savoir très rapidement changer de méthode si ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'entêter, il faut essayer un truc et puis pas passer des années à essayer d'y arriver. Si ça ne marche pas vite, rapidement, si on n'embarque pas rapidement les gens, il ne faut pas le faire. Et évidemment, il faut essayer de ne pas répliquer ce qui se passe dans votre
dans votre environnement, parce que sinon vous allez vous retrouver en compétition et ça ne va pas marcher. Ça va être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais je pense que je ferai un peu pareil, parce que finalement, on a eu de l'audace, on a fait le truc, et puis on a été lucide. Lorsqu'on s'est planté, on s'est dit, bon, on s'est planté, et puis on change. Donc, je pense que finalement, je ne ferai pas beaucoup différemment, et puis je continuerai à éviter de gâcher le présent pour un hypothétique futur. C'est-à-dire que je vais toujours avec une espèce d'optimisme peut-être un peu pathologique, mais qui fonctionne assez bien, qui consiste à dire bah, on va essayer, puis ça va marcher. Alors souvent ça marche, puis des fois ça marche pas, et on s'est planté, puis on fait autrement. Il faut réinventer l'hôpital public pour éviter que les gens ne fuient l'hôpital public, parce que c'est important que le système de santé ne devienne pas privé dans quelques années. Alors, je pense que les médecins au sens large, même le personnel de santé au sens large, a besoin d'être accompagné, déjà pour comprendre la différence qu'il y a entre la recherche et l'innovation, puisque ça n'a pas été bien clair dans la tête des gens depuis très très longtemps, et ça commence maintenant à se clarifier, mais il y a clairement nécessité au départ de bien définir ce que c'est qu'un innovateur, et que les gens comprennent bien que ça peut venir de n'importe où. C'est pas obligatoirement réservé au PEPH, c'est réservé à tout le monde, c'est-à-dire du paramédical et du médical par exemple. Ça, c'est le premier point, c'est un problème de définition. Et après, l'autre élément, c'est de savoir comment on va organiser les choses, et en particulier comment on va travailler avec des entreprises. Parce que force est de constater qu'il est très difficile d'avoir des innovations qui arrivent vraiment à devenir des choses qui existent tant que ça soit à un moment ou à un autre un produit. Donc dans 90% des cas, si j'ose dire, l'innovation va s'associer à une création de valeur, soit directement, soit indirectement, mais en tout cas il y a souvent un sujet de discussion un peu business. Et là, je pense qu'il y a un véritable effort à faire dans le domaine de l'éducation, en particulier de l'éducation des jeunes docteurs, pour que les gens comprennent ce que c'est qu'une licence, les gens comprennent ce que c'est qu'une propriété intellectuelle, les gens comprennent ce que c'est qu'un marché public, ce que c'est qu'un fonds d'investissement, pour qu'on soit capable de faire mieux que ce qu'on fait jusqu'à présent, où vous avez d'un côté les gens qui font du business, et de l'autre côté les gens qui sont docteurs, avec en plus un problème, c'est que ça crée un phénomène de défiance qui est absolument terrible. Et aujourd'hui, les deux gros problèmes, je trouve, de notre pays dans le domaine de l'innovation au sens large, même ça dépasse la santé, mais c'est particulièrement vrai dans la santé, c'est ce principe de précaution qui est vraiment est terrible. Et je pense que c'est évidemment, il faut être prudent, mais il faut vraiment se dire que notre métier, ça repose quand même sur de l'audace. Et on n'est pas fou, donc il faut faire confiance aux gens. Donc je trouve que ce principe de précaution est terrible. Et l'autre élément, c'est cette défiance qui fait qu'on ne se fait pas confiance. On ne se fait pas confiance entre académiques et privés, et même malheureusement entre différents académiques. Et donc je crois vraiment qu'il faut travailler là-dessus. Et que ça soit l'académique, que ça soit le privé, il faut comprendre aussi une chose, qui est ce principe d'incertitude. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on va essayer et on verra bien. Et je pense que là-dessus, prendre un risque en français, ça n'a pas la même définition que take a risk en anglais, et ça illustre vachement bien, là, je trouve, la différence de vision des choses qu'on a. Les hospitaliers ont besoin d'avoir des gens qui leur expliquent ce que c'est que l'innovation, avec des directeurs opérationnels pour la chaire Boppard. On a eu un, et on va avoir un deuxième directeur opérationnel de la chaire Boppard, donc on a vraiment besoin d'être encadré, avec des gens qui sont sur site, pas dans des bureaux loin des lieux de soins. Donc ça, je pense que c'est important, c'est des gens sur site qui sont des spécialistes de l'innovation, dont on parlait au début de cet entretien. Et l'autre élément, c'est qu'on a besoin d'avoir du temps.
d'avoir la possibilité aussi de valoriser sur le CV, par exemple, cette activité d'innovation. Aujourd'hui, dans des cursus hospitalo-universitaires, on valorise beaucoup des papiers, on valorise beaucoup de la recherche traditionnelle, mais finalement assez peu de l'innovation ou de l'investissement pour l'institution. Donc il faut que les CNU, il faut que les doyens comprennent que l'activité innovation doit être quelque chose qui est valorisé autant que certains papiers qui ne sont pas toujours de très très grande qualité, parce qu'aujourd'hui il y a une espèce de règle avec les points SIGAPS qui font que les gens écrivent des quantités de papiers qui ne sont pas toujours de très bonne qualité, plutôt que de pousser des innovations qui peuvent être utiles pour l'ensemble de l'institution. Oui, je pense qu'il y a un sujet autour des marchés publics. Je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus, parce que, en particulier lorsqu'il y a des innovations qui sont faites au sein des hôpitaux, eh bien, de manière un peu paradoxale, j'ai l'impression qu'on ne peut pas les utiliser facilement parce que justement il y a un conflit d'intérêts, parce que les hôpitaux sont partie prenante de la création de la chose. Donc voilà, ça c'est un peu curieux. L'autre élément, c'est que je reste persuadé qu'il faudrait qu'on trouve une solution pour que les hôpitaux puissent investir de l'argent sonnant et trébuchant au sein des entreprises qu'ils arrivent à développer. Alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi sur ce point et que beaucoup de gens pensent que ce n'est pas le rôle de l'hôpital de faire ça. En fait, on a aujourd'hui par exemple une société qui a été créée au sein de l'assistance publique qui s'appelle Ecopen, qui est une société dans laquelle l'AP-HP a investi. Alors évidemment, il a investi sur l'argent du soin, donc ça peut pas quelque chose qui peut se reproduire comme ça de manière indéfinie. Il faudra trouver des méthodes différentes de faire, mais force est de constater que cette société, donc Ecopen, se développe plutôt pas mal, parce qu'on a l'impression, au sein de l'AP, de soutenir un bébé. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui a été inventé à l'AP par un docteur de l'AP, avec des ingénieurs qui sont venus bosser au sein de l'assistance publique. Eh bien, on a envie de faire marcher la chose. Et donc, je pense qu'on est plus investi avec un produit flagué AP qu'avec un produit qui vient d'ailleurs. Donc voilà, donc je pense qu'il faut vraiment se poser cette question-là. Est-ce que les hôpitaux peuvent vraiment investir dans des entreprises? Par exemple, aux États-Unis, c'est le cas, en Israël, c'est le cas. Eh bien, c'est pas facilement le cas à l'assistance publique, même si ça a été fait de manière un peu exceptionnelle ici. Ça m'apporte une manière différente de faire mon travail. Je pense que au milieu de sa vie, j'ai 50 ans, je ne sais pas si je suis au milieu de ma vie, mais ça ne va pas être loin quand même. On a fait quand même une grande partie de son expérience professionnelle, et même si on apprend toujours en chirurgie, je pense qu'on arrive à un certain plateau, et donc l'idée c'est quand même, ça m'a apporté d'autres choses, une ouverture sur un monde que je ne connaissais pas, donc ça m'a clairement apporté ça, hein, des perspectives, des visions, des choses à distance que je n'avais pas en continuant à faire uniquement de la chirurgie. Et puis ça m'a fait comprendre aussi la différence entre la recherche et l'innovation, ce que je n'avais pas toujours compris au départ. Ça m'a fait comprendre ce que c'était qu'un fonds d'investissement, ce que c'était qu'une licence, ce que c'était qu'une propriété intellectuelle, toutes ces entités-là qu'on ne comprend pas du tout lorsqu'on est le nez dans le guidon. Et puis, ça m'a fait rencontrer des gens formidables au plus haut niveau de l'État qui mouillent la chemise beaucoup pour faire avancer les choses. Et je pense que c'est vraiment grâce à la chaire Innovation de BOPA que j'ai été appelé à rejoindre les PQ Santé 2030 qui aujourd'hui sont très au contact de l'agence d'innovation en santé qui a été annoncée dernièrement, et je pense que je ne serais pas arrivé là si je n'avais pas mis en place BOPA. Donc
ça me permet, et ça m'a permis de rencontrer plein de gens et puis de faire, j'espère, bouger le système de santé dans le bon sens à plus haut niveau.